Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Christopher Lasch et de la révolte des élites. C'est parti, générique. Il y a quelques jours, c'était les élections législatives en France. Et il convient de commenter les résultats. Tout d'abord, Emmanuel Macron se retrouve dans une position complexe. Il n'a pas eu la majorité absolue, ce qui fait qu'il va devoir composer aussi bien avec des partis de gauche comme de droite. Principalement les Républicains, puisque ça lui sert de parti de réserve et qu'il y a déjà Jean-François Copé qui a appelé à la création d'un pacte avec le gouvernement. Mais même avec ce jeu des alliances-là, il ne va pas avoir sa majorité absolue et par conséquent, il ne pourra pas exercer le pouvoir comme il l'a fait au cours de son premier mandat, mais surtout, il ne pourra pas faire sa révision constitutionnelle. Du côté de la NUPES, il y a certes beaucoup de sièges qui ont été remportés, mais il s'agit d'une alliance de circonstances, parce qu'il y a 15 forces politiques et partis au sein de la NUPES et que chacun va finir dans la logique de tribalisme et de clan des partis par retrouver son idéologie, ses couleurs et son positionnement. Ils ont fait cette alliance pour maximiser les chances de remporter des sièges. Or, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est consacré, ça va s'effondrer comme un château de cartes. De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à imposer la cohabitation et à devenir Premier ministre. Le Rassemblement national, lui, a réussi à multiplier par 10 son nombre de députés, c'est historique pour eux, et il est probable qu'ils deviennent à terme la première force d'opposition politique du pays face à En Marche, parce que la France Insoumise a moins de sièges qu'eux, et surtout que la NUPES va s'effondrer. Donc par conséquent, 89 députés pour un parti, c'est plutôt important. Mais la grande gagnante de ce scrutin, c'est surtout l'abstention, qui me semble est vers 53-54%. Ça augmente chaque année. Bon là, l'abstention du second tour était moins importante qu'en 2017, mais on peut constater qu'il y a une méfiance, voire une défiance des Français envers leurs élites, et pas tellement un désintérêt pour la politique. Mais comment expliquer ce phénomène? Eh bien pour ça, il faut se plonger dans un ouvrage majeur qui a été publié en 1995 à titre posthume. Je veux bien sûr parler de la révolte des élites de Christopher Lasch. Alors, si vous êtes habitué de cette chaîne, vous savez à quel point j'aime vous rabâcher les oreilles avec Christopher Lasch, parce que je pars du principe que c'est un auteur qui a su mettre le doigt sur tout un tas de problématiques que l'on connaît au cours de notre 21e siècle, et surtout qui a essayé d'apporter des éventuelles solutions. Et malheureusement, Christopher Lasch a une forme de nuance, une pensée complexe, ce qui fait qu'il reste trop méconnu. Dans cette vidéo, on va essayer de lui rendre hommage via l'explication des idées remarquables qu'il développe dans La révolte des élites. Bien sûr, Christopher Lasch est un historien américain qui a analysé la situation des élites de son pays à partir des années 70, 80, 90, mais bien sûr, la plupart des failles qu'il y a à l'intérieur du système américain par rapport aux liens qu'il y a entre les élites et la population, on les retrouve également dans le cas français. On peut très bien juxtaposer le cas américain à notre propre situation politique, parce qu'avant tout, Christopher Lasch, il dévoile les failles des démocraties libérales capitalistes. Et c'est ce qu'on va démontrer tout au long de cette vidéo. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Tout d'abord, Christopher Lasch commence son ouvrage en évoquant un autre auteur, José Ortega y Gasset, qui a écrit en 1929 La révolte des masses. Dans cet ouvrage, José Ortega y Gasset explique que dans les années à venir, on allait rentrer dans un ère des ténèbres à cause de masses d'individus qui n'étaient pas cultivés, qui étaient en quelque sorte des barbares, et que la civilisation occidentale allait connaître un déclin à cause des phénomènes de masse. En soi, il n'avait pas tort, puisque la Seconde Guerre mondiale s'explique via ces 10 phénomènes de masse. Or, pour Christopher Lasch, il y a eu un changement de paradigme. Ce n'est plus exactement les masses qui entraînent cette décadence de la civilisation, mais plutôt les élites. Parce que aujourd'hui, on a des élites qui sont totalement déconnectées des problématiques de la population. Et pour Christopher Lasch, cette déconnexion a entraîné un âge des ténèbres qui se déroule actuellement aux États-Unis. Mais il est assez optimiste puisqu'il part du principe que, eh bien, un jour nous sortirons de cet âge des ténèbres-là, mais qu'il va falloir faire de nombreux efforts. Et il apporte
des solutions que je dévoilerai plus tard à la fin de cette vidéo. Mais Christopher Lasch, il affirme que les États-Unis, avant toute chose, c'est un pays qui s'est construit autour de la notion de liberté. Bien sûr, il y avait des failles très importantes, notamment la question de l'esclavagisme, mais avant tout, les États-Unis se sont constitués parce qu'il y a des colons qui ont fui certains pays à cause des persécutions religieuses. Donc, de ce postulat-là, les premiers colons ont eu ce sentiment, ce désir de consacrer une démocratie presque parfaite, d'exercer la politique de la manière la plus noble possible. Il y avait des débats, des échanges d'idées, mais surtout des polémiques qui n'étaient pas stériles et vaines, voire même inutiles, parce que ces mêmes polémiques, elles se mettaient sur le devant de la scène des problématiques qui devaient être réglées par l'homme ou la femme politique. En tout cas, surtout à l'époque, l'homme politique. Il y avait une production intellectuelle et surtout un intérêt pour la chose publique qui était très important. Il faut noter que à partir du 19e siècle, il y a quelque chose qui a entraîné cette décadence du politique, et pour Christopher Lasch, c'est l'industrialisation que l'Europe a aussi connue un petit peu avant les États-Unis. En effet, pour Christopher Lasch, c'est l'industrialisation qui a parachevé le déclin du politique. Pourquoi? Parce que c'était le grand bouleversement. Il y a eu ce qu'on appelle l'émergence des barons voleurs. Les barons voleurs, ce sont des magnats de l'immobilier, des chemins de fer, de l'acier, qui ont constitué des monopoles et qui surtout ont accumulé des sommes impressionnantes. Les barons voleurs ont aussi consacré et constitué le mythe du self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, qui est inhérent à la culture américaine. C'est vraiment dans leur ADN. Et on peut citer Andrew Carnegie, qui était un magnat de l'acier, qui venait d'une base d'une famille d'ouvriers et qui a réussi à devenir milliardaire. Donc c'est un mythe qui a irrigué toute la société américaine. Et qu'est-ce qu'on disait à l'ouvrier? Si tu veux être heureux, si tu veux exercer ta liberté, c'est en étant un bon moyen de production. En étant un bon moyen de production, tu vas gagner de l'argent et tu pourras dépenser cet argent dans des biens de consommation. Pour Christopher Lasch, la guerre de sécession, c'était pas tant d'un point de vue idéologique, c'était surtout une lutte des classes entre ceux qui voulaient consacrer l'esclavagisme et ceux qui voulaient mettre en place le salariat. Et au final, c'est le salariat qui l'a emporté. Mais attention, cela ne veut pas dire que les ouvriers sont plus heureux, parce que justement, on les met dans une sorte de boucle perpétuelle de tu dois produire, consommer et ainsi de suite. Et c'est là que tu trouveras ton bonheur. De plus, les barons voleurs pouvaient être extrêmement agressifs dans leur politique, c'est ce qu'on appelait le capitalisme sauvage, et aller totalement à l'encontre des intérêts de la population américaine. Ce fut le cas lorsque les ouvriers ont voulu faire grève et que c'était la Pinkerton Agency, qui était une agence de détectives privés, allait mater dans la violence les grèves. C'était une agence en somme de renseignement qui était très proche du pouvoir, puisque Pinkerton était un ami initialement de Lincoln, et aussi il était une fois dans l'Ouest. On voit parfaitement que parfois il y a des intérêts contradictoires entre ceux de la population et ceux des barons voleurs, puisque dans le film, un baron voleur, un magnat du chemin de fer, fait assassiner une famille entière parce qu'il veut récupérer leur terrain, parce que ça représente un intérêt qui est énorme pour son entreprise, pour son monopole. Donc ces barons voleurs et l'industrialisation ont provoqué le déclin de la politique, parce qu'il y a eu une sorte de mariage arrangé entre l'homme politique et le baron voleur, un échange de bons compromis. Le baron voleur finançait la campagne de l'homme politique et en échange, ce dernier l'aidait dans son accumulation de richesses en passant des lois qui pouvaient l'arranger. C'était du bon procédé, c'est du lobbying en somme. De plus, au début du XXe siècle, on a des hommes comme Walter Lippmann, journaliste, qui ont réussi à rendre le politique produit. La politique est devenue un objet de consommation comme les autres. Les hommes politiques vendent avant tout une image, des punchlines, un paraître, et les électeurs ne votent pas pour lui, ils l'achètent en quelque sorte. Ça se matérialise par les slogans, ça se matérialise par les meetings, par aussi tout l'attrait de l'identité visuelle des partis, ce qui fait que la politique est devenue un objet de consommation
pour la population et non plus le moyen de régler leurs problèmes. Mais pour Christopher Lasch, la déconnexion entre les élites et le peuple américain, elle se forme à partir des années 60. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de plus en plus l'émergence de la sphère privée dans la chose politique. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, il y a des connexions, du lobbying, de la corruption, les affaires s'enchaînent, ce qui fait qu'il y a de plus en plus une défiance qui naît dans le peuple parce qu'ils ont l'impression que tous les hommes politiques sont plus ou moins corrompus, ce qui est pas loin d'être faux puisqu'il y a des intérêts qui dépassent ceux de la population parce que justement la sphère privée s'est tellement insérée dans le politique qu'elle a une marge de manœuvre énorme. On l'a vu avec l'affaire McKinsey. C'est aussi le début de l'entrée des experts en politique, des hommes qui n'ont pas été élus par le peuple mais qui pourtant mènent des politiques qui ont des répercussions directes sur la vie des électeurs. Et surtout, il y a une déconnexion totale entre les représentants et la population, entre les élites et leurs électeurs. Comment ça s'est passé? Eh bien déjà, ça se matérialise par le fait que les députés ou les représentants exercent leur pouvoir politique non pas dans leur circonscription, mais surtout dans un lieu éloigné de la population. Aux États-Unis, c'est à Washington, qui est une ville qui est construite autour de cette idée politique, de la politique et de cet univers-là en particulier. Et en France, c'est Paris, puisque c'est là où il y a l'Assemblée nationale, et Washington, c'est là où il y a le Congrès. Par conséquent, les élites sont éloignées de la population, elles sont souvent dans la capitale, qui est l'endroit le plus développé économiquement. Les élites sont dans une forme de microcosme, ils ne se côtoient qu'entre eux au final, et ils ne voient pas du tout leurs électeurs. Et les élites vont avoir des privilèges, et ces privilèges vont créer une distance avec la population. Ils ne vont pas prendre le métro, ils vont avoir leur chauffeur privé, ils ne vont pas être dans les mêmes quartiers que la population, et donc il n'y a plus de lien. À partir du moment où le vote a été consacré, l'homme politique se retrouve bien loin des préoccupations de l'électeur qu'il a pourtant choisi. Donc il y a un microcosme, au final les élites ne se fréquentent qu'entre elles et au-delà même du prisme politique et des différents affrontements idéologiques. Parce qu'au final tout ça c'est du théâtre, c'est le miroir aux alouettes, ça ne compte pas. En fait, quand il y a sur un plateau télé deux hommes politiques qui s'affrontent, ils se ressemblent beaucoup plus tous les deux que ce qui ne ressemble au peuple. Ça, c'est une certitude. Donc même s'il y a ce théâtre où tout le monde semble se détester, c'est complètement faux. Il suffit d'aller voir la buvette à l'Assemblée nationale ou les différentes équipes de rugby qui se constituent. On a aussi bien des mecs de la France Insoumise qui font du rugby avec le Rassemblement national. Tout ça ne compte plus, ça tombe comme un château de cartes. Parce que en réalité, leur dénominateur commun, c'est qu'ils font partie de cette élite-là, qu'ils ont des privilèges, et qu'en réalité, tout ce qui compte, c'est comment ils vont se faire réélire dans 5 ans, et pas tellement l'intérêt du peuple. D'ailleurs, il suffit de voir les taux d'absentéisme à l'Assemblée nationale pour se rendre compte que certains n'en ont que faire de tout ça. Pareil pour les notes de frais. J'ai vu que une certaine députée de La République En Marche avait fait des notes de frais qui étaient juste ahurissantes pour des choses personnelles. Donc on voit complètement qu'il y a une déconnexion, il y a deux univers qui ne rentrent jamais en contact entre celui des élites et celui de la population. Tout simplement, l'élite n'œuvre pas pour le bien commun. Dans les gouvernements, leur but c'est juste de rester le plus longtemps à leur poste, voire même d'avoir une promotion. Ils font le job, comme on dit, sans plus. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes et de toute façon ils ne peuvent pas les matérialiser parce que ils ne vivent pas dans le même univers que nous. Et quand ils retournent par contre à la vie civile, ça leur fait chez certains un choc terrible. Ils essayent de revenir par les fenêtres ou la cheminée parce que ils ont tellement goûté à ce monde-là et il y a tellement un choc face à la vie du citoyen lambda que c'est trop dur à vivre. Pour Christopher Lasch, à partir des années 70-80 avec la globalisation, la gauche a fini par abandonner le vote prolétaire pour le vote des minorités. C'est marrant parce que ça, il le dénonce chez les démocrates américains, mais on a eu exactement le même processus en France avec le Parti socialiste et l'ère mitterrandienne où il a peu à peu
abandonner les prolétaires pour les minorités, et on voit que petit à petit, le vote prolétaire est allé au Rassemblement national. De plus, pour Christopher Lasch, les élites font preuve de manichéisme, il n'y a absolument pas de nuance, parce qu'ils font partie d'un parti, on ne peut pas trop diverger de la ligne du parti, et donc par conséquent, il y a une vision manichéenne, nous on est le bien, en face c'est le mal. Or, les problématiques de la société sont tellement importantes et complexes qu'on ne peut pas parfois ne pas faire preuve de nuance. Et ce manque de nuance et cette hystérie de la politique qui accompagne aussi le spectacle perpétuel, le théâtre, eh bien fait qu'il y a une inaction et une inefficacité. Parce que vu que la politique est devenue un produit, c'est aussi un divertissement. Ce qui compte, c'est le slogan, la phrase choc, le petit événement symbolique, mais qui ne va avoir aucune importance politique, qui ne va pas changer la vie du citoyen lambda. Et ce qui fait que le citoyen qui vote va se dire, mais que je vote pour A ou que je vote pour B, de toute façon, ma vie ne change pas. Au pire, ça devient de plus en plus la merde. Christopher Lasch avance une autre idée qui est très intéressante. Pour lui, les élites ont peur de quelque chose, c'est de la mort, parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur tout et ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur la mort. Et c'est pour ça que les élites politiques travaillent main dans la main avec les élites de la Silicon Valley, des GAFAM, afin d'essayer de trouver des moyens de consacrer leur vie future, qu'elle soit de plus en plus longue. Alors ça, Christopher Lasch est parfaitement en avance, puisqu'il parle des balbutiements du transhumanisme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si le transhumanisme un jour se consacre dans nos démocraties libérales, et bien avant tout, ceux qui disposeront des meilleurs implants ou des meilleures augmentations, ça sera avant tout les élites, parce que c'est ceux qui pourront dépenser le plus et qui auront le pouvoir politique, qui pourront se doter de ces meilleures caractéristiques-là. Il y aura une inégalité dans l'accès au transhumanisme. Mais ça, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Elon Musk. Enfin, pour Christopher Lasch, en fait, les élites américaines ont embrassé le nihilisme. Rien ne compte vraiment, tout est éphémère, il faut tenir le temps de son quinquennat ou de son mandat et essayer d'en faire un autre. On ne réfléchit pas sur le long terme, on ne s'intéresse pas à la vie future de nos enfants, on ne s'intéresse pas à la société qu'on va laisser demain. Tout ce qui compte, c'est l'instant présent et c'est la jouissance. Et vous savez que Christopher Lasch a écrit La culture du narcissisme, et en fait, le politique, c'est le supranarcisse. C'est celui qui a poussé le curseur le plus loin possible. Pour Christopher Lasch, celui qui incarne le plus ce qu'est devenu les élites modernes, c'est la figure d'Oscar Wilde. Une sorte de dandy hédoniste qui, dans ses livres, parle de problématiques sociales, qui se veut homme de gauche, etc., mais qui au final, eh bien, ne pense qu'à lui, qui est complètement égocentrique et qui veut brûler la chandelle par les deux bouts. Et Oscar Wilde matérialise, personnifie parfaitement cette décadence. Et en fait, les hommes politiques sont des Oscar Wilde en puissance sans le talent littéraire. Se pose alors la question du populisme de droite, parce que pour Christopher Lasch, le populisme a un rôle à jouer dans les décennies à venir. Et on sait qu'aux États-Unis, le populisme de droite s'est consacré avec Donald Trump. Mais en réalité, Christopher Lasch écrit à une époque où le populisme de droite, ou droitier comme il appelle, a déjà gagné avec la figure de Ronald Reagan. Or, la politique de Ronald Reagan repose sur un paradoxe qu'on avait déjà abordé dans la vidéo sur la révolution conservatrice, c'est qu'à la fois, il veut consacrer des idées propres à la tradition, l'église, la famille, le respect de l'État et des valeurs militaires, mais de l'autre côté, il y a le capitalisme sauvage qui a détruit tous ces fondamentaux-là. Donc pour Christopher Lasch, c'est une politique qui peut marcher sur le court terme, mais pas sur le long. En fait, ce que Christopher Lasch y reproche au populisme droitier, c'est le fait qu'il est autant hystérique que la gauche, parce que il va dire oui, regardez les gauchistes, ils détruisent l'université, etc. Certes, c'est un fait, Christopher Lasch était très critique envers le gauchisme rampant des années 60 et sur la libéralisation sexuelle, mais en fait, en faisant cela, le populisme de droite est dans un angle mort puisqu'il n'aborde pas
toute la question des barons voleurs, parce qu'ils existent encore aujourd'hui, mais aussi des problématiques sociales. Et aux États-Unis, Dieu sait que c'est un problème. Mais alors, c'est quoi les solutions? Parce que c'est bien beau de dire que la démocratie libérale, capitaliste, c'est pourri, mais il faut trouver une solution. Eh bien, pour Christopher Lasch, en fait, il faut tout simplement reconnecter les individus entre eux. Déjà, il a beaucoup travaillé sur la question de la famille. Pour lui, la famille avait connu une décomposition terrible. Et ça, il explique dans la culture du narcissisme. Donc déjà, il faut que les parents retrouvent leur rôle de parents, qui puissent éduquer leurs enfants pour que ces derniers puissent devenir des citoyens, voire des hommes politiques modèles. En plus de ça, il prône pour que les parents se réinsèrent dans le foyer et qu'ils arrêtent de faire des heures pas possibles pour être dans cette course de la consommation perpétuelle et de la poursuite du bonheur infini, parce que ça ne marche pas. Leur bonheur, ils le trouveront surtout dans leur foyer, dans une zone géographique proche de leur maison, c'est-à-dire leur foyer et leur quartier. Ils doivent œuvrer pour la communauté. Il part également du principe que les femmes doivent réembrasser ce qu'elles faisaient déjà au 19e siècle, c'est-à-dire du bénévolat, parce que les femmes aujourd'hui sont dans la dynamique du capitalisme. Or, autrefois, elles apportaient beaucoup à la société par le biais justement du bénévolat, de l'association. Donc les individus doivent redevenir responsables et recréer des liens entre eux. Et l'homme politique doit recréer un lien avec l'électeur pour que les préoccupations de ce dernier puissent remonter à l'État. En fait, c'est tout simplement reconnecter les individus, ce qui est très dur à une époque où nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et que les gens se voient de moins en moins, ou du moins ont de moins en moins d'interactions sociales. Christopher Lasch, il souhaite un populisme enraciné et il n'est pas trop critique envers la religion, parce que ce qu'il dénonce de la théorie du progrès, c'est que les progressistes pensent que plus ils avancent dans le temps, plus on avance sur certaines problématiques, mieux ça consacre le fait que l'homme progresse et que c'est forcément mieux demain que la veille. Or ça, c'est complètement naïf, parce que les progressistes pensent que l'absence de religion et l'ère de la rationalité à outrance, ça veut dire que le monde est passé de l'adolescence à l'âge adulte. Or, c'est pas du tout synonyme de ça, parce que Christopher Lasch explique que nos civilisations, lorsqu'elles ont été assez proches de la religion, c'était là qu'elles étaient peut-être le plus efficaces d'un point de vue politique et qu'elles étaient dans une véritable production intellectuelle, artistique, etc. Donc Christopher Lasch, il veut des élites qui soient de nouveau proches du peuple. Et c'est ça la clé de voûte, c'est cette reconnexion entre les individus qui peuplent la société. Plus les individus seront divisés, moins ça sera possible de créer des démocraties saines. Et ça, il a très bien compris. Et forcément, nous, on a les élites que l'on mérite. Parce que là où c'est un petit peu une faille dans le discours de Christopher Lasch, c'est qu'il a tendance à rejeter la pierre sur les élites, mais en réalité, José Ortega y Gasset avait raison sur la problématique des masses, puisque c'est aussi la médiocrité des masses qui entraîne la médiocrité des élites. Et c'est parce que les élites consacrent cette médiocrité que ça se renvoie aux masses. Donc, en fait, c'est un cercle sans fin. Les masses consacrent Hanouna, Hanouna invite des élites, les élites passent chez Hanouna, ceux qui abrutissent les masses. Et c'est un cercle sans fin. En tout cas, les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse d'ouvrage ou d'actualité. C'était le doc. Ciao les barons.